Voilà, on va aller plus loin avec vous, Anne et Shirley. Une chronique à quatre mains en cette journée commémorative, parce qu'il y a deux axes de discussion forcément. 7 octobre, traumatisme qui reste très vif pour les Israéliens. Ça, on ne peut que le constater aujourd'hui. Oui, c'est la plus grande tuerie de personnes juives depuis la Shoah et depuis la création de l'État d'Israël, un pays qui s'est toujours représenté comme un havre de paix pour le peuple juif, qui a eu une histoire jalonnée de massacres et de persécutions. Et c'est ce sentiment de sécurité, au fond, qui a été touché au plus profond le 7 octobre 2023. Mais 2 ans après, l'atrocité des crimes commis par le Hamas n'éclipse plus les crimes commis par le gouvernement israélien dans la bande de Gaza. On en est à plus de 66 000 morts, dont une majorité de civils, hein, des chiffres qui sont jugés comme fiables par l'ONU. Les droits internationaux sont bafoués. Les restrictions sur l'aide humanitaire ont abouti à une situation de famine dans l'enclave palestinienne. Plusieurs ONG, des experts mandatés par l'ONU parlent de génocide. Tout cela a entraîné une détérioration profonde de l'image d'Israël dans le monde et occasionné une augmentation massive de l'antisémitisme, et ça a renforcé finalement le sentiment d'isolement de la société israélienne, qui reste avant tout concentrée sur ses propres souffrances, un peu hermétique à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais cette population israélienne sait que les forces du Hamas ont été considérablement affaiblies et sait que seul un cessez-le-feu permettra de déboucher sur la libération des otages. D'ailleurs, sur les 148 otages qui ont été libérés jusqu'à présent, la quasi-totalité l'ont été pendant la trêve qui a eu lieu entre janvier et mars dernier. Il y a donc une volonté de la population israélienne maintenant pour un arrêt des combats afin d'obtenir le retour des otages et des dépouilles des otages qui restent dans la bande de Gaza. Les négociations sur le plan Trump au Caire sont désormais au cœur du débat, mais pour les familles qui ont perdu des proches, le but de cette journée, c'est avant tout de se souvenir de ces tueries du 7 octobre, des familles qui n'ont pas obtenu toutes les réponses à leurs questions encore aujourd'hui, hein, Charlie. Oui, sur ce qui s'est passé exactement le 7 octobre, pourquoi l'aide n'est jamais arrivée de la part de l'armée dans ces villages. Ça a pris tellement de temps, des heures, voire des jours parfois. Une petite remarque sur ce qu'a dit Anne Corpé. En ce qui concerne la force militaire, les Israéliens estiment que, on peut ne pas être d'accord évidemment, mais que l'intensité des combats, surtout les derniers, la menace d'écraser et de tuer le Hamas, finalement a poussé ce groupe à considérer le plan de Donald Trump, et également les menaces très très graves lancées par Donald Trump d'avoir un nettoyage ethnique dans la bande de Gaza il y a quelques mois ont aussi fait bouger les lignes dans les pays arabes. Donc pour les Israéliens, oui, pour faire évacuer, pour faire sortir les otages, il faut un accord. Mais pour arriver à cet accord, il a fallu, disent-ils, une force militaire. Et donc en ce qui concerne les familles, en effet, aujourd'hui, pour les familles, c'est vraiment une journée pour se souvenir, pour commémorer et également pour poser des questions. On a entendu encore ce matin sur les différents sites des kibbutz et à la Nova des parents qui disaient mais pourquoi personne n'est arrivé ce jour-là? Et ça fait déjà des jours que ces familles, depuis le départ, se sont donné une mission de perpétuer la mémoire de leurs proches, ne pas les oublier. Et encore il y a quelques jours à Paris, des familles de victimes sont venues et notamment parler d'une jeune femme qui est morte à la Nova, ses parents qui racontaient que tout ce qui restait d'elle finalement c'était 3 dents, et donc des histoires horribles en disant oui, il faut que tout ceci se termine, mais il faut rien oublier, évidemment, ne rien oublier de tous les côtés, évidemment, ça vaut pour les deux côtés, évidemment. En ce qui concerne eh bien, les demandes, les questions sur ce jour-là, il n'y a toujours pas d'enquête indépendante en Israël. Ça a toujours été bloqué par le Premier ministre israélien. L'armée a tenté de lancer une enquête indépendante, au moins sur ses actions à elle, mais celle-ci a été bloquée. C'était seulement une enquête interne à l'armée israélienne, ce qui limite finalement la compréhension. On comprend qu'il y a eu des problèmes d'organisation, de grosses failles, puisqu'il y a eu tellement d'alertes sur les plans du Hamas, sur les mouvements suspects les jours précédents, et les familles veulent vraiment plus de détails sur ce qui s'est passé, et notamment les responsables politiques. Leurs actions ont-elles
fait arriver ce massacre du 7 octobre. Pour beaucoup, c'est le cas, mais il faut l'examiner de près. Il faut des réponses, il faut des excuses. Alors, il y a le Hamas, au moment où l'on parle, qui s'exprime et qui commente cette journée de commémoration. Le Hamas qui qualifie ce 7 octobre de réponse historique à l'occupation israélienne. On ne pouvait pas en attendre moins de la part du mouvement islamiste forcément, mais on va rappeler quand même que le Hamas, il est en train de négocier et discuter de façon indirecte avec l'État hébreu à Sharm el-Sheikh depuis hier. Il négocie quoi? Le cessez-le-feu et la libération des otages. Oui, alors il y a une première session de discussion qui a duré 4 heures, qui a été décrite par les proches de la délégation du Hamas comme positive. Donald Trump, lui, a dit aussi que ça s'était très bien passé. Je crois que le Hamas a accepté des choses très importantes, a-t-il déclaré. Il va envoyer sur place, d'ailleurs, signe que les choses avancent, son émissaire spécial Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner. Alors, Donald Trump avait donné 72 heures au Hamas pour restituer les otages, mais le mouvement islamique dit qu'il faut d'abord un retrait des forces israéliennes pour lui permettre de rassembler, voire de rechercher les otages ou leurs dépouilles. Le mouvement islamiste dit avoir perdu la position de 3 otages. Il réclame un retour des positions de l'armée israélienne aux lignes qui étaient celles où s'était retranchée l'armée lors de la précédente trêve. Les Israéliens, eux, veulent conserver des positions plus étendues. En attendant, il faut souligner que les bombardements se poursuivent sur la bande de Gaza, ainsi que les combats au sol. Il y a aussi la question du choix des prisonniers palestiniens qui doivent être libérés dans le cadre de ce qui est en train de se négocier. Ce choix des prisonniers est difficile à négocier, puisque 250 prisonniers palestiniens condamnés à vie doivent retrouver la liberté. Le Hamas demande notamment la liberté pour Marwan Barghouti. Il y aura aussi 1700 prisonniers venus de la bande de Gaza qui seront libérés. Sur le plus long terme, le plan de Donald Trump laisse une myriade de questions dans le flou. Celle de la démilitarisation du Hamas, de la sortie éventuelle des chefs du Hamas de la bande de Gaza sont les plus importantes. Elles ne sont pas résolues. Après, évidemment, il y a celle de la reconstruction, de la gouvernance de la bande de Gaza. Ça, c'est encore très flou. Mais dans l'immédiat, il s'agit bien de discuter un cessez-le-feu pour obtenir la libération de tous les otages. Là-dessus, il y a quand même un espoir. Il existe pour la première fois depuis la rupture de la trêve en mars dernier par Israël. Ça ne signifiera pas forcément la fin de la guerre, mais ce sera, disons, une étape importante et cruciale pour les habitants de Gaza, parce que ça permettra surtout l'entrée d'une aide humanitaire indispensable. Et le Hamas qui réagit à nouveau, son porte-parole qui dit s'efforcer de surmonter, je le cite, les obstacles en vue d'un accord. Donc l'objectif d'obtenir cet accord, toujours cher pour le moment, le mouvement islamiste palestinien. Anne, la réponse guerrière de Benyamin Netanyahou à cette tragédie du 7 octobre, elle ne s'est pas limitée à Gaza. Il y a eu la Cisjordanie occupée et beaucoup d'autres pays. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a entraîné une reconfiguration carrément des équilibres dans la région? Oui, puisque Benyamin Netanyahou a multiplié les offensives. Il a frappé au Liban avec l'attaque d'abord des beepers sur les responsables du Hezbollah, puis l'invasion du sud Liban avec des bombardements aussi sur Beyrouth. Il y a eu les frappes sur les Houthis au Yémen. Il y a eu des frappes sur la Syrie. Après la chute de Bachar al-Assad, Israël a multiplié les attaques sur le sol syrien, a étendu ses positions sur le plateau du Golan occupé et souhaite établir une zone de sécurité au sud de la Syrie, officiellement pour protéger la minorité druze. Et puis, il y a eu la guerre de 12 jours en Iran, avec les frappes sur les installations nucléaires. Avec tout ça, Benyamin Netanyahou a porté un sérieux coup de massue sur cet axe dit de la résistance qui était patronné, dirigé par Téhéran. Il a imposé Israël comme la superpuissance militaire de la région.
Mais la frappe sur Doha au Qatar le 9 septembre dernier a sans doute été la frappe de trop, parce qu'elle visait, et elle l'a raté d'ailleurs, puisqu'il se trouve aujourd'hui à Sharm el-Sheikh pour négocier, elle visait le négociateur en chef du Hamas. Et ce que ça a provoqué, c'est l'union de toutes les monarchies du Golfe et des pays arabes de la région qui sont sortis d'une relative torpeur face au drame qui se joue à Gaza. Cette frappe a aussi suscité la colère de Donald Trump, qui est allié aux monarchies du Golfe. Or, c'est grâce au soutien indéfectible des États-Unis que Benjamin Netanyahou a pu mener toutes ces offensives de front. Et Donald Trump, depuis, a d'ailleurs conclu un accord de sécurité avec le Qatar. Bon, il n'a pas mis le holà. Il n'a pas interrompu, pour être clair, les livraisons d'armes et de munitions à Israël, mais il met vraiment la pression sur le Premier ministre. Il demande de manière insistante la fin des combats à Gaza, parce que la poursuite de cette guerre empêche le président américain d'accéder à deux objectifs majeurs, l'extension des accords d'Abraham et pourquoi pas ce prix Nobel de la paix. Donald Trump, c'est aussi que l'opinion publique américaine est en train de changer, de basculer, même au sein du Parti républicain, et notamment c'est très marqué chez les jeunes, il y a un effritement du soutien à Israël, et même les évangéliques qui partagent avec l'extrême droite israélienne cette vision messianique de la guerre, eh bien même eux commencent à s'interroger devant les images dramatiques qui viennent de la bande de Gaza. Les Israéliens, ou plutôt Benjamin Netanyahou, Shirley, pour finir, lui, il entend évidemment se servir de ce qui a été fait dans la région, ce qu'il voit comme des succès, l'axe de résistance iranien brisé, notamment le Hezbollah affaibli. Il entend capitaliser là-dessus en vue des élections évidemment législatives. Il espère remonter dans les sondages. Est-ce que ça a une chance de fonctionner ? C'est bien possible, en tout cas, il fait tout pour. On l'a encore entendu il y a quelques heures donner une interview en expliquant comment il a transformé une attaque dévastatrice en victoire, en quelque sorte, même s'il n'a pas atteint tous ses objectifs. Il a listé justement ses affaiblissements. Ça fait des jours et des jours qu'il dit que ses concurrents qui le critiquaient n'auraient pas été aussi forts et n'auraient jamais réussi à obtenir le plan de Trump qui permettrait d'enlever ses armes, de désarmer le Hamas, de faire partir le Hamas. Donc finalement, c'est une grande victoire, quoi qu'il arrive. Donc, il joue cette carte encore et encore, mais les critiques sont toutefois là et la société israélienne est divisée. Est-ce que Israël est plus en sécurité aujourd'hui qu'avant le 7 octobre ? La question a été posée par un institut de sondage, le Israel Democracy Institute, et les Israéliens sont divisés. 48% estiment qu'en effet, avec l'affaiblissement du Hamas, l'affaiblissement du Hezbollah, cet axe iranien, cet axe dit de la résistance, oui, il y a moins de risques d'une attaque massive contre Israël dans les mois, peut-être même les années qui viennent, mais par ailleurs, plus de 40% estiment que c'est faux, qu'en fait Israël est en plus mauvaise position avant, car plus isolé que jamais, et finalement sa sécurité ne s'est pas vraiment améliorée, les problèmes demeurent. Et peut-être un mot pour rebondir sur ce qu'a dit Anne, c'est prisonniers palestiniens qui vont être relâchés par Israël, qui pourraient revenir dans leur foyer. Parmi eux, il y a Marwan Barghouti, un grand leader palestinien issu du Fatah. Et c'est le Hamas qui va peut-être le faire libérer. Une façon de... Et son nom d'ailleurs revient à l'heure où on les réfléchit à qui pour prendre le relais. Exactement. Et peut-être à terme, ceci permettrait une certaine unité, qui sait, entre les différentes factions palestiniennes. Le Hamas qui peut-être se construit un avenir politique. On verra, mais en tout cas c'est intéressant qu'il est en haut de cette liste de prisonniers dont il demande la libération. Bon, ça fait encore beaucoup de points en suspens. Merci.